Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le cours sur le déficit immunitaire secondaire SIDA, syndrome d'immunodéficience humaine acquis. Nous avons vu la semaine passée avec l'autre section les déficits immunitaires primitifs. Donc quand on parle de déficit immunitaire, il faut savoir qu'il existe les déficits immunitaires primitifs et les déficits immunitaires secondaires. Qui dit primitif, donc la différence entre les deux, c'est l'étiologie. Dans le cas des déficits immunitaires primitifs, le déficit il est secondaire à des mutations au niveau des gènes qui codent pour des molécules essentielles au fonctionnement du système immunitaire. Par contre, quand on parle de déficit immunitaire secondaire, c'est-à-dire secondaire à une autre étiologie. Parmi les étiologies des déficits immunitaires secondaires, on cite SIDA, c'est le syndrome d'immunodéficience humaine acquis. C'est pas l'étiologie, c'est le nom du déficit. Donc c'est quoi l'étiologie? C'est l'infection au virus d'immunodéficience humaine, HIV. Il y a d'autres causes de déficit immunitaire secondaire, par exemple, dans le cas d'un syndrome néphrotique ou une entéropathie oxydative, nous perdons les immunoglobulines, surtout les IgG, par voie rénale ou par voie digestive, ce qui donne des déficits immunitaires secondaires. Vous avez vu aussi le lundi les syndromes lymphoprolifératifs. Dans le cas des syndromes lymphoprolifératifs, dans le cas, par exemple, d'un myélome multiple, gammapathie monoclonale, il y a une prolifération intense des clones plasmocytaires qui va étouffer les autres clones et donc qui va donner une diminution des immunoglobulines polyclonales. D'accord? Ça, c'est les deux causes. Donc, nous avons dit les infections, les fuites, les gammapathies, et en général les hémopathies. Il y a aussi les causes thérapeutiques. Un patient, quand on le met sous corticoïdes, il va, c'est-à-dire après une certaine durée du traitement, ça va aboutir à une lymphopénie, parce que les corticoïdes donnent une lymphopénie. Après, si on refait l'FNS, on va voir que le taux de lymphocytes diminue. Et il y a aussi, par exemple, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Lorsque vous avez vu les maladies auto-immunes, parmi les conjonctivites, on cite la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, parmi les traitements utilisés, on cite le rituximab. Le rituximab est une molécule dirigée contre le CD20. C'est un anticorps dirigé contre le CD20. Et quel est le lymphocyte qui exprime le CD20? Pardon? C'est le lymphocyte B. Le CD20, il est spécifique au lymphocyte B. Donc, un anti-CD20 va se fixer sur tous les lymphocytes B qui expriment le CD20 et va entraîner leur déplétion, leur élimination, ce qui va aboutir à un déficit immunitaire. Donc, est-ce que vous avez compris la différence entre les déficits immunitaires primitifs et les déficits immunitaires secondaires? فهمتوا فهمتوا non نعم je suis rapide d'accord. Donc قلنا كاين les déficits immunitaires primitifs et les déficits immunitaires secondaires. Les déficits immunitaires primitifs, ils sont dus à une mutation au niveau d'un gène qui code pour une molécule essentielle au fonctionnement du système immunitaire. Donc c'est une maladie héréditaire, on est avec, d'accord? Par contre, les déficits immunitaires secondaires, ils sont secondaires à d'autres étiologies, à d'autres maladies. Par exemple, la fuite par voie rénale ou par voie digestive, dans le cas d'un syndrome néphrotique, par exemple. Les IgG, contrairement aux IgM, sont de faible poids moléculaire. Donc, quand il y a une fuite, ils seront éliminés. Ça va donner une diminution du taux des IgG au niveau plasmatique et donc une prédisposition aux infections, puisque la majorité des immunoglobulines sériques sont constituées d'IgG. Une autre cause, قلنا les causes médicamenteuses. Un patient, quand on le met sous corticoïdes, les corticoïdes, ils donnent une lymphopénie. Donc, la diminution du taux des lymphocytes va conduire à un déficit immunitaire. Donc, il y a une diminution du taux des lymphocytes qui sont responsables de l'immunité spécifique. Par exemple, le rituximab, toujours dans les causes médicamenteuses. Le rituximab, قلنا, c'est un médicament utilisé dans certaines maladies auto-immunes. Quel est c'est-à-dire le mécanisme d'action? Le mécanisme d'action, donc le rituximab, c'est un anticorps anti-CD20. Il va cibler les lymphocytes B. Pourquoi on cible les lymphocytes B dans les maladies auto-immunes? Pour réduire la production des auto-anticorps qui sont en train d'agresser l'organisme. Malheureusement, cette thérapie ne peut pas cibler que les lymphocytes B autoréactifs. Et elle va donc cibler tous les lymphocytes B.
D'accord? Et ça va donner un effet secondaire qui est une déplétion en lymphocyte B. Et donc, à long terme, il n'y aura pas de production d'immunoglobulines, puisque les immunoglobulines, leur source, c'est les plasmocytes qui sont issus de la différenciation des lymphocytes B. Est-ce que vous comprenez? Femme-toi. Et donc, aujourd'hui, les déficits immunitaires primitifs, on les a déjà vus. Maintenant, on va s'intéresser aux déficits immunitaires secondaires. Le principal, c'est-à-dire le plus connu des déficits immunitaires secondaires, c'est le SIDA, le syndrome d'immunodéficience humaine acquis. Il est secondaire à une infection au HIV. Human Immunodeficiency Virus. Donc, alors, il y a beaucoup de lumière. Il n'y a pas... Comment faire pour... s'il vous plaît... Donc, un peu d'histoire. Le virus d'immunodéficience humaine, la première description des syndromes d'immunodéficience humaine remonte aux années 1981. Donc, en 1981, 5 cas de pneumonie à pneumocystis carinii ont été décrits. Pneumocystis carinii, c'est un germe opportuniste. Donc, les infections, les sujets qui souffrent d'infections au virus d'immunodéficience humaine sont donc très sensibles, sont très prédisposés à faire des infections aux germes opportunistes. Aux germes, comment je m'appelle un germe opportuniste? Un germe opportuniste, c'est un germe qui est chez un sujet immunocompétent et il ne donne pas d'infection. D'accord? Il passe inaperçu. En 1983, l'Institut Pasteur de Paris isole un virus à partir des ganglions des malades. Donc, puisque le virus, ils l'ont isolé à partir des ganglions, initialement, le HIV a été appelé lymphadenopathy associated virus, LAV, initialement. Ils ne savaient pas que c'est un virus. Il a été appelé virus d'immunodéficience humaine, puisque c'est un virus à tropisme. Quel est le tropisme du HIV? Quelle est la cible du HIV? C'est les lymphocytes T, TCD4+, et les monocytes, puisque les monocytes aussi expriment faiblement le CD4. Pourquoi la dernière appellation qui a été retenue, c'est le HIV, puisqu'ils ont découvert que la cible, que l'hôte cible du HIV, est bien les lymphocytes, le lymphocyte TCD4+. Donc, le sida est dû à un virus qu'on appelle le virus d'immunodéficience humaine. C'est un parasite du système immunitaire qui infecte et qui cible les lymphocytes TCD4+, et les cellules présentatrices d'antigènes. Qui dit cellules présentatrices d'antigènes dit les CPA, les cellules dendritiques et les monocytes, puisque ces cellules expriment faiblement le CD4, induisant progressivement un déficit profond de l'immunité cellulaire. Qui dit déficit de l'immunité cellulaire implique déficit aussi de l'immunité humorale. Pourquoi? Parce que l'immunité humorale a besoin... Pardon? Le lymphocyte B, pour qu'il puisse se différencier en plasmocyte producteur d'anticorps spécifiques, il a besoin du help des lymphocytes TCD4+. Alors, le mode de transmission du HIV, par contact sexuel, par le sang, des piqûres accidentelles, des transfusions sanguines. Vous savez bien que les donneurs du sang, systématiquement, on leur fait une sérologie HIV. C'est-à-dire, quand il y a un donneur volontaire, avant de donner le sang, il faut donc faire une sérologie HIV pour s'assurer que le sang ne contient pas le virus d'immunodéficience humaine. Pourquoi aussi? Parce que généralement, au cours des premières phases d'infection, le patient il est asymptomatique. Il se porte toujours bien pendant la phase d'incubation. Donc le patient, c'est-à-dire avec une bonne foi, il va donner son sang d'une façon, c'est-à-dire volontaire. Mais après, parfois, on détecte. Il y a des cas où on détecte l'infection HIV suite à un don de sang. Ou de bon cœur, il se porte volontaire, il va donner son sang, et puis on va faire une sérologie HIV, on tombe sur une sérologie positive. On recontacte le patient, on le convoque pour lui dire
que vous êtes HIV positif malheureusement. D'accord? Donc, par le sang, par transmission de la mère à l'enfant, à travers le placenta lors de l'accouchement ou par l'allaitement. Il faut savoir aussi que le virus d'HIV, il n'est pas vraiment résistant sur la paillasse. D'accord? Contrairement au virus de l'hépatite C. Donc, dans un laboratoire de microbiologie ou un laboratoire d'immunologie, il suffit de désinfecter bien la paillasse ou au bout de 2 heures, 3 heures, le virus, il va pas résister. Il mout wahdo. D'accord? Il n'est pas très résistant. Alors, il faut savoir qu'il existe 2 types de virus, c'est-à-dire on dirait 2 souches, comme pour le corona. Il y a maintenant des variants qui sont en train d'apparaître. Pour le virus d'HIV, on distingue 2 types. Le HIV1, le virus d'immunodéficience humaine 1, le plus répandu, et le VIH2, retrouvé plus en Afrique centrale. Des isolats du HIV2 ont montré que l'acide nucléique présentait une homologie avec celui du SIV. Simian Immunodeficiency Virus. Le VIH pourrait être le prototype du virus qui a été initialement transmis du singe à l'homme. Donc, il faut savoir qu'il existe 2 souches. Le VIH1, c'est le plus répandu dans le monde entier. Et le VIH2, qu'on retrouve surtout au niveau de l'Afrique centrale. Maintenant, ils ont retrouvé des homologies lors du séquençage de l'acide nucléique du VIH2, ils ont retrouvé des homologies avec le Simian Immunodeficiency Virus. C'est un virus du singe. D'accord? Donc, ils disent que probablement, le VIH2 pourrait être le prototype du virus qui a été initialement transmis du singe à l'homme. Et puis, il a subi une modification, il est devenu VIH1. Est-ce que vous avez compris? Si je vais vite ou là, si vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à m'arrêter, à poser des questions aussi. Pour ce qui est des aspects cliniques, donc l'infection passe par plusieurs stades. Le premier stade, c'est la primo-infection. Donc, ça donne un syndrome d'allure grippale. Fièvre, asthénie, courbature, sueur, arthralgie et dans certains cas, une pharyngite. À ce stade, une antigénémie P24 peut être retrouvée dans le sang. Donc, à votre avis, pour ce stade, est-ce qu'une sérologie HIV positive, HIV plutôt revient positive? Pourquoi? Parce que pour la sérologie, on recherche l'anticorps. D'accord? Je vois pas qu'est-ce qui... Des anticorps anti-HIV, donc, sont généralement retrouvés quelques semaines après cette primo-infection. Donc, au cours de la primo-infection, on ne trouve pas d'anticorps anti-HIV. C'est l'antigène, si on peut le rechercher, qu'on retrouve et qui revient positif. Après la primo-infection, qui se résume, donc, pour la primo-infection, ce qui est à retenir, c'est que c'est un syndrome grippal. On dirait que ça passe comme une grippe. Des sueurs, des courbatures, parfois une pharyngite. Et puis, vient la phase asymptomatique. C'est une phase qui peut durer 1 à 12 ans. Donc, présence d'anticorps anti-HIV, donc il y a une séropositivité, mais sans manifestation clinique. Anomalie biologique de type anémie, thrombopénie, leucopénie, lymphopénie et hypergamma. Biologiquement, au fur et à mesure de que la maladie avance, le malade développe une lymphadenopathies chronique. Donc, comment vous expliquez cette phase asymptomatique? Pardon? C'est la réponse immunitaire, oui. Pendant ce moment, donc, le système immunitaire, il tient toujours son équilibre. C'est vrai que les lymphocytes CD4+, leur taux est en train de diminuer, mais il est toujours suffisant pour maintenir une bonne réponse immunitaire, une réponse immunitaire donc qui va permettre de garder l'infection asymptomatique. Il faut retenir ce qu'il y a à retenir sur le plan biologique, c'est que contrairement à la primo-infection, là les anticorps sont positifs et sur le plan biologique, on retrouve aussi une anémie, thrombopénie, leucopénie, lymphopénie. La lymphopénie, elle est expliquée. L'hypergamma aussi, elle est expliquée. Généralement, les infections HIV, quels sont les lymphocytes qui interviennent le plus? Les infections au virus, pardon. Je dois appeler l'immunité antivirale. C'est j'entends mal. C'est les C? كاين لي ان كان
Natural killer. Natural killers, mais je parle de l'immunité spécifique parce que les NK font partie de l'immunité innée. C'est lymphocytes T cytotoxiques, c'est les lymphocytes TCD8+, qui interviennent. Alors, nous avons dit qu'il y a une primo-infection, une phase asymptomatique qui peut aller de 1 à 12 ans, et puis une phase symptomatique. La phase symptomatique se distingue par 2 stades. Alors, on a le stade pré-sida. Il s'agit des signes généraux, une fièvre prolongée, un amaigrissement important et non désiré. Le patient, il devient chétif, des diarrhées chroniques importantes, des sueurs nocturnes et des infections banales, opportunistes. Sur le plan biologique, c'est donc l'élément qui nous intéresse le plus, les infections à germes opportunistes. Donc, la phase symptomatique, elle se caractérise par 2 stades. Un stade pré-sida, puis un stade sida. Le stade pré-sida, il est caractérisé donc par une fièvre prolongée, amaigrissement important et non désiré, diarrhée chronique. Les diarrhées donc vont expliquer l'amaigrissement, puisqu'il n'y a pas d'absorption, il y a une malabsorption. Est-ce que vous suivez? Des sueurs nocturnes et des infections opportunistes. Le stade sida, il est caractérisé par la survenue d'infections à germes opportunistes graves, de néoplasie et de manifestations neurologiques qui sont le témoin d'une réplication virale active et un déficit immunitaire profond. Le stade du sida se définit par un taux de lymphocytes T CD4+, inférieur à 200. Le taux de lymphocytes T CD4+, généralement, il est important aussi pour ajuster la dose thérapeutique du traitement antiviral. Donc, chez les patients HIV positifs, on fait un rapport TCD4, TCD8. Parce que les patients HIV, généralement, vous savez bien que dans le sang, nous avons à peu près 70% des lymphocytes. Parmi les lymphocytes, nous avons 70% des lymphocytes qui sont des T. Environ 10 à 15% de B et 5 à 10% de NK. Parmi les T, la majorité, c'est des T, des TCD4+. Nous avons donc 2 tiers qui sont des TCD4+, et un tiers qui est des TCD4, TCD8+. Dans le cas d'une infection au virus d'immunodéficience humaine, nous aurons une inversion du rapport CD4-CD8. Puisque les CD4, c'est la cible du virus, et donc on aura une déplétion des lymphocytes TCD4+, et par homéostasie, l'organisme il essaye de compenser ce défaut en augmentant la production des TCD8+. Pardon. Donc, parmi les infections, nous avons dit que le stade sida est caractérisé par des infections à germes opportunistes et par des néoplasies et des manifestations neurologiques. Parmi les infections opportunistes, nous avons les cryptosporodies, le cytomégalovirus disséminé, la tuberculose, le zona. Parmi les infections donc malignes, nous avons le sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi, c'est un type de lymphome. D'accord? C'est une tumeur qu'on voit très souvent. Donc, c'est une tumeur des cellules endothéliales vasculaires entraînant une induration pourpre de la peau. On dirait que c'est un cancer cutané. D'accord? Il y a aussi une survenue accrue de lymphome non hodgkinien. C'est chez les patients, donc HIV. Pourquoi il y a cette survenue accrue de tumeurs chez les patients souffrant d'une infection au virus d'immunodéficience humaine? Les infections, on l'a expliqué, parce qu'il y a une diminution du taux des lymphocytes TCD4+, et donc le patient sera prédisposé à faire des infections à tort et à travers. Et maintenant, pourquoi il y a une survenue accrue de tumeurs chez les patients souffrant d'infections au virus d'immunodéficience humaine? Les NK ne sont pas du tout affectés dans ce cas. C'est toujours un problème des lymphocytes TCD4+, parce que c'est les lymphocytes TCD4+, qui assurent l'immunosurveillance. Ils assurent une surveillance. Chez un sujet sain, il y a certainement, parfois, il y a une émergence de cellules tumorales, mais qui seront rapidement prises en charge par le système immunitaire qui est immunocompétent. Mais là, c'est un système immunitaire qui est défaillant. Donc, quand il y a une émergence de cellules tumorales, ces dernières vont donc proliférer pour donner une tumeur carrément, puisqu'il n'y a pas d'immunosurveillance.
Les manifestations neurologiques, c'est des encéphalites à germes opportunistes, toxoplasmose cérébral, cryptococcose méningée et encéphalite au cytomégalovirus. Des encéphalites dues à l'action directe du HIV, des neuropathies périphériques et des lymphomes cérébraux. Est-ce qu'il y a une question? Par définition, le virus d'immunodéficience humaine est un rétrovirus à ARN. Il est caractérisé par la présence d'une enzyme particulière, la transcriptase inverse, qui, dans les cellules infectées par le virus, permet la transcription de l'ARN viral en ADN proviral qui va s'intégrer au noyau de la cellule hôte. Le HIV appartient au sous-groupe des lentivirus. Donc, le virus d'immunodéficience humaine, c'est un virus encapsulé, une capsule. C'est un virus à ARN, comme le coronavirus. D'accord? Donc, c'est un virus à ARN. Et maintenant, le virus après fusion. Comme comment vous avez vu en microbiologie, comment un virus va donc parasiter une cellule hôte. Donc, il y a les deux membranes qui vont fusionner. On va être pénétration de la capside, dégradation de la capside et libération du matériel génétique. Une fois le matériel génétique libéré à l'intérieur, il va s'intégrer dans l'ADN de la cellule hôte. Et puis, il va être donc, il y aura une réplication, une transcription en parallèle au génome de la cellule hôte. Il y aura production donc du matériel génétique qui va par la suite donner les différents variants. Maintenant, nous avons dit que pour l'HIV, c'est un virus à ARN. Donc, après, une fois dans la cellule hôte, le matériel génétique, il ne peut pas s'intégrer directement au niveau de l'ADN, puisque c'est un ARN simple brun, alors que l'ADN est un acide nucléique double brun. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc une transcription inverse, une transcription de l'ARN en ADN qui est assurée grâce à l'enzyme transcriptase inverse, et l'ADN proviral va par la suite s'intégrer au niveau du génome de la cellule hôte. Donc, voici donc le virus. Avant donc de fusionner avec la cellule hôte, il faut une fixation. Une fixation qui va impliquer des récepteurs et des corécepteurs spécifiques. D'accord? Après donc la fixation, on aura la fusion. Après la fusion, l'ARN, il va être donc transcrit en ADN. Et puis l'ADN, une fois bécaténaire, il va s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. Après, on aura une transcription des différentes, c'est-à-dire différents gènes du virus. L'ARN produit va donc passer dans le cytoplasme pour subir une traduction et donc une production des différentes protéines du virus. Après l'assemblage de l'ARN viral avec les protéines, on aura une production des différents variants. Et libération, là c'est une libération par bourgeonnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Est-ce que vous arrivez à comprendre jusqu'au-là? Femto. Mademoiselle au fond, est-ce que vous suivez? Qui te paye? Donc, quelles sont les différentes phases, mademoiselle? Quelles sont les différentes phases du cycle de l'infection au HIV? Les phases cliniques d'une infection au HIV. Donc, cliniquement, nous décrivons une primo-infection, puis une phase asymptomatique, puis une phase symptomatique, qui est caractérisée par deux stades, un stade pré-sida et sida. Puis, nous avons vu une définition du virus HIV, les différentes donc, étapes d'une infection, comment c'est-à-dire un virus HIV va s'intégrer, va donc parasiter une cellule hôte et on aura une production des virions à la fin. Là, c'est une structure du virus. Donc, ce qu'il faut retenir, que c'est un virus donc encapsulé, d'accord,
C'est un virus enveloppé plutôt, enveloppé. Il y a une enveloppe. Et donc, c'est un virus à ARN. C'est un rétrovirus. Et parmi les constituants, on va donc de l'extérieur à l'intérieur. Au niveau, il y a une enveloppe. Nous avons dit il y a une enveloppe lipidique qui va donc permettre la fusion avec la membrane cytoplasmique de la cellule hôte. Parmi les antigènes de la membrane, nous avons la glycoprotéine 120 et la GP41. La GP120 et GP41. La GP120, c'est le récepteur. Donc, son récepteur, c'est le CD4. C'est l'antigène via lequel le HIV arrive à reconnaître le lymphocyte CD4+ pour le parasiter. Là, c'est l'antigène de l'enveloppe. Puis nous avons une matrice protéique, la capside, une matrice protéique. Puis nous avons une capside qui est constituée d'une protéine P24. C'est une polymérisation de la protéine P24. Et parmi les enzymes qu'on retrouve au niveau du virus, nous avons la transcriptase inverse, l'intégrase. Pardon? Où est la protéase? Donc il y a la protéase, c'est quoi son rôle? Oui, dégradation pour libérer le matériel génétique une fois dans la cellule hôte. Il y a donc la nucléocapside qui entoure l'acide nucléique. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à la structure, il faut retenir donc que c'est un virus enveloppé. Il est entouré d'une bicouche lipidique. Sur la bicouche lipidique sont exprimées la glycoprotéine 120 et 41. La 120, c'est donc le ligand du CD4. C'est grâce à cette protéine, à cette glycoprotéine, que le HIV va reconnaître la cellule cible. Après l'enveloppe lipidique, on retrouve, il y a la matrice protéique qui protège le virus. Et puis vient la capside. La capside, c'est une polymérisation de la protéine P24. À l'intérieur de la capside, on retrouve l'acide nucléique qui est protégé par la nucléocapside. On retrouve aussi certaines enzymes type protéase et intégrase. D'accord? Là, c'est le génome du HIV qui code pour les différentes protéines du virus. C'est des détails. Structure génomique du HIV. Donc, interaction HIV et système immunitaire. Comment le HIV va interagir avec le système immunitaire et conduire donc à un déficit immunitaire profond. Nous avons dit que le récepteur spécifique du HIV, c'est le CD4. C'est un récepteur de haute affinité pour la GP120. Le corécepteur. Les ligands naturels, c'est des ligands naturels pour les chimiokines. Le récepteur, la GP120, ou le CD4 à lui seul, ne suffit pas pour permettre donc la pénétration du virus. Il faut un corécepteur. Le corécepteur Hadaya, c'est un ligand naturel pour les chimiokines. Ça peut être un CCR5 ou CXCR4. Donc le CCR5, il est exprimé sur les monocytes, les cellules dendritiques, et le CXCR4, il est exprimé sur les lymphocytes TCD4+ naïfs. Je vous ai dit que le CD4, il est exprimé bien sûr par les lymphocytes TCD4+, mais il est aussi exprimé à un faible degré par les monocytes et les cellules dendritiques. Donc, le HIV, il va pas seulement infecter les lymphocytes TCD4+, mais aussi les monocytes, les cellules dendritiques. D'accord? J'ouvre une petite parenthèse pour vous raconter une histoire par rapport au CCR5 هذا. Le CCR5 هذا il est indispensable à l'infection d'une cellule par le HIV. D'accord? En Chine, c'est-à-dire il y a des années, ils ont fait une greffe de cellules souches hématopoïétiques chez un sujet leucémique. Une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Le patient, il était donc, avant sa greffe, il était sérologie HIV positif. Donc, il était infecté par le virus HIV. Après la greffe, ils vont refaire les sérologies pour les contrôles et tout. Ils se sont rendus compte que le patient a négativé sa sérologie. Comment il a négativé sa sérologie? Pardon?
ماشي ما فيهمش لازم يكون فيهم parce que il y a une mutation. Il y a eu une mutation au niveau du gène qui code pour le CCR5 et qui ne correspond plus au récepteur du virus. Donc le virus, mais il n'y a pas une spécificité. Il n'y a pas donc, il peut pas la protéine du virus ne peut pas se fixer sur le CCR5. Après ça, il y a certains sujets dans le monde qui présentent des mutations non pathologiques au niveau du CCR5 et qui le rend donc résistant à l'infection au HIV. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Chine? En Chine, donc, le scandale de Chine, c'est quoi? Sans consentement, c'est-à-dire sans que les parents des enfants soient au courant, ils ont manipulé génétiquement 5 enfants. Ils ont manipulé le gène qui code pour le CCR5. Lorsque les enfants ont grandi, ces enfants sont devenus résistants à l'infection au HIV. Et en même temps, c'est une très grande réussite sur le plan scientifique, mais ils l'ont appelé scandale de Chine. Pourquoi scandale de Chine? Parce qu'il n'y avait pas un consentement parental. C'est-à-dire, les manipulations au niveau du génome des enfants sans que les parents soient au courant. Ils ne les ont pas informés. Fahmtou? Donc, ce qu'on garde en tête pour le moment, c'est que le virus HIV est un virus enveloppé à ARN. Il est donc, c'est un virus qui parasite essentiellement les lymphocytes TCD4+, mais aussi d'autres cellules qui expriment à moindre degré le CD4, type monocyte macrophage, cellule dendritique. La pénétration du virus à l'intérieur de la cellule, nécessite aussi, en plus du récepteur, un corécepteur. Le corécepteur Hadaya, c'est des ligands naturels pour les chimiokines. C'est un CCR5 ou CXCR4. Corécepteur du HIV. Nous avons dit qu'il est indispensable donc pour la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule. Donc, initialement, on aura une liaison de la GP120 avec le CD4, puis implication du corécepteur qui va permettre la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cytoplasmique et libération de la capside à l'intérieur du cytoplasme de la cellule cible. Le corécepteur, c'est soit un CCR5, soit un CXCR4. Là, c'est des images prises par microscope électronique qui montrent comment se fait la fusion du virus avec la cellule hôte. Là, c'est le mécanisme détaillé de la fusion du virus avec la cellule hôte. Donc, nous avons dit, il faut garder en tête qu'il y a une implication de la GP120 avec son récepteur spécifique, le CD4. Il y a aussi une implication de la GP41 qui joue un rôle dans la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cytoplasmique. Donc, quels sont les acteurs de la fusion de l'enveloppe virale avec la cellule hôte? À la surface du virus, quelles sont les protéines impliquées? GP120 et GP41. La fusion de l'enveloppe virale du HIV avec la membrane cytoplasmique implique au niveau du virus la GP41 et la GP120. Et au niveau de la cellule cible, et le corécepteur, qui peut être un CCR5 ou un CXCR4. Là, c'est des détails sur le génome qui vous intéressent pas. Là, donc, c'est un mécanisme détaillé de la fusion du virus avec la cellule cible. Le site de fixation du CD4 sur la GP120, il est entre deux boucles. Il est entre la boucle normalement V4 et V1-V2. C'est V4, V1, V2. Nous avons dit qu'il faut garder en tête qu'il y a les deux protéines, GP120 et GP41, qui sont impliquées. Donc, vous voyez en détail les phases de la fusion du virus avec la membrane cytoplasmique, avec de la cellule hôte. Le cycle du virus, comme pour tous les rétrovirus enveloppés, donc nous avons initialement une fixation, après fixation qui implique donc les deux récepteurs à la surface du virus et
les deux ligands à la surface du virus et le récepteur et le co-récepteur à la surface de la cellule cible, nous avons fixation, fusion, libération de la capside et puis libération du matériel génétique, une rétrotranscription d'ARN en ADN et puis l'ADN va s'intégrer au niveau du génome viral. Une fois intégré, on aura une transcription en ARN. Pour ce qui est de la transcription en ARN, lorsque l'ADN viral il sera transcrit, nous aurons deux types d'ARN. Un ARN qui va plus tard former le génome des virions et un ARN qui sera traduit en protéines du virion. D'accord? Donc, l'assemblage de l'ARN qui va former le génome du virion avec les protéines qui sont issues de la traduction de l'ARN vont donc donner des virions qui seront libérés par bourgeonnement. Donc, comment on explique? Donc, lors d'un stade précoce de la maladie, les isolats viraux non inducteurs de Syncytia sont le plus souvent à tropisme macrophagique. Progression de la maladie, les souches virales sont plus lymphocytotropes, plus virulentes et utilisent comme corécepteur la fusine. Les macrophages constituent donc des réservoirs importants de virus. Les déficits d'expression en CCR5, une délétion de 32 paires de bases au niveau du gène codant le récepteur, ont été identifiés. L'absence du récepteur, c'est-à-dire le déficit homozygote, est associé à une résistance vis-à-vis de l'infection par le HIV. Sa forme hétérozygote est associée à une évolution plus lente de la maladie dans la population européenne. Donc, pour ce qui est du tropisme du virus, initialement, au début de l'infection, le virus est à tropisme macrophagique. Il cible beaucoup plus les macrophages et les monocytes. Mais après progression de la maladie, vous savez bien que le problème le HIV, pourquoi on lui a pas trouvé un vaccin? Un vaccin jusqu'à présent? C'est les mutations. À chaque fois, il y a des mutations. Donc, qui vont échapper. À chaque fois, le système immunitaire, il forme une mémoire. Il va dire, c'est bon, je vais contrôler l'infection. Il va muter et donc rebelote. Mais plus la maladie avance, les souches virales sont plus lymphocytotropes. Elles sont plus virulentes et utilisent comme corécepteur la fusine, donc le CXCR4. Les macrophages constituent des réservoirs importants de virus à ce stade. Je vous ai parlé de la mutation, donc au niveau du CCR5. Comme votre camarade a dit, lors donc d'une mutation homozygote, on aura une absence donc de l'expression de ce récepteur et donc une résistance de l'infection. Et dans le cas d'une forme hétérozygote, on aura une progression lente de la maladie par rapport à un sujet qui exprime des gènes, c'est-à-dire sauvages du CCR5, qui n'ont pas subi de mutation. La diminution des lymphocytes TCD4+, sont expliquées par plusieurs mécanismes. Il y a l'effet cytopathogène direct du virus. Il y a la formation des cellules géantes multinucléées à vie courte, les Syncytia. Elles se forment par liaison de la GP120 à la surface des cellules. Donc, le lymphocyte TCD4+, une fois infecté, il va exprimer donc à sa surface le GP120. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce que nous avons dit que GP120, GP41, ils sont exprimés par quelle structure? Par l'enveloppe. Ou l'enveloppe, le nouveau virion, il déha la membrane cytoplasmique. D'accord? Lors du bourgeonnement. Et donc, lorsque l'ADN viral sera transcrit et puis traduit, on aura une synthèse des GP120 et 41. Les GP120 et 41, donc elles seront exprimées au niveau de la membrane cytoplasmique. Pourquoi? Pour que lorsque le virion s'assemble, la capside virale s'assemble, et lorsqu'elle va quitter la cellule, elle va donc prendre avec elle une petite partie de la membrane cytoplasmique qui va former sa capside, et où sont insérés les GP120 et les GP41. Donc, la membrane, donc le lymphocyte TCD4 infecté va exprimer des GP120. Et vous savez bien que le GP120, quel est son récepteur? C'est le CD4. Donc, il va se fixer aux autres lymphocytes CD4.
on aura après une formation de cellules géantes qu'on appelle syncytia. Ce phénomène contribue à la diminution du taux des lymphocytes TCD4+, en plus de l'effet cytopathogène direct du virus. Ces lymphocytes, donc ces syncytia, sont éliminés par les lymphocytes T cytotoxiques. Là aussi, c'est une image prise par microscope électronique pour montrer donc le HIV, la distribution du HIV au sein des cellules dendritiques et des lymphocytes T. La synapse infectieuse. Donc là, nous avons une cellule dendritique qui est infectée, qui va exprimer donc à sa surface les différents virions qui vont quitter la cellule dendritique par bourgeonnement. Ces derniers vont quitter la cellule dendritique pour pouvoir infecter le lymphocyte TCD4+. Parce que nous avons dit, plus la maladie avance, plus les virions, le virus, les souches virales vont devenir atropisme lymphocytaire, beaucoup plus qu'atropisme cellule dendritique ou monocytaire. Comment donc, pourquoi le virus échappe au contrôle du système immunitaire? Nous avons dit suite, puisqu'il y a toujours une émergence de nouveaux variants. Comme c'est le cas actuellement pour le coronavirus, il est en train d'échapper au vaccin. Le vaccin russe, par exemple, le Sputnik 5, il couvre contre le variant britannique, il couvre contre le variant brésilien, mais il ne couvre pas contre le variant sud-africain. Le sud-africain, pour le moment, je pense qu'il n'y a aucun virus qui le couvre, aucun vaccin plutôt qui le couvre. Donc, il faut un développement d'un autre vaccin qui va couvrir le variant sud-africain. Donc, comment le virus HIV échappe au système immunitaire? C'est suite à la diminution de l'expression des molécules du CMH classe 1. Donc, le virus, il possède dans son génome un gène 9. Le gène HADA, il va code pour une protéine virale qui est exprimée immédiatement après intégration et qui va entraîner une diminution de l'expression des molécules du CMH classe 1. La diminution de l'expression des molécules du CMH classe 1, comment elle va entraîner un échappement à la réponse immunitaire? Il y a une lymphocyte TCD8+, pour qu'elles puissent exercer leur pouvoir cytotoxique, elles reconnaissent l'antigène présenté en association avec les molécules CMH classe 1. Maintenant, quand les lymphocytes TCD4+ infectés réduisent l'expression des molécules CMH classe 1, elles vont échapper à l'action des lymphocytes TCD8+, qui est le principal acteur lors d'une infection virale. Mais il faut savoir que lors de l'échappement à l'infection à l'action des lymphocytes TCD8+, c'est donc la diminution d'expression des molécules CMH classe 1 va entraîner donc une activation des lymphocytes NK, parce que les lymphocytes NK expriment les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. Les récepteurs inhibiteurs, leurs ligands, c'est les molécules CMH classe 1, et les récepteurs activateurs, on cite essentiellement le NKG2D, qui a pour ligand les MIC A et les MIC B, qui sont des molécules de stress exprimées par les cellules infectées et les cellules tumorales. Maintenant, pour l'activation d'un lymphocyte NK, nous avons dit qu'il y a une balance entre les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. L'activation des lymphocytes NK nécessite une absence des signaux inhibiteurs avec une présence des signaux activateurs. Parce que par exemple, certains étudiants pose la question, pourquoi le globule rouge, comme vous savez, il n'exprime pas les molécules à la classe 1. Donc, il n'y a pas de ligand pour les récepteurs inhibiteurs de NK. Pourquoi donc c'est pas une cible de les NK? Pourquoi il n'est pas lysé par les NK? Puisqu'il n'exprime pas il n'exprime pas le ligand des récepteurs inhibiteurs, qui sont le CMH classe 1. Les globules rouges, vous savez, c'est des cellules qui expriment très faiblement le CMH classe 1. Maintenant, pourquoi c'est pas une cible t'as les lymphocytes NK? Ils n'expriment pas les ligands des récepteurs activateurs, qui sont donc, c'est des molécules de stress. Donc l'absence des molécules, des ligands des récepteurs inhibiteurs, à elle seule ne suffit pas pour activer les lymphocytes NK. Il faut qu'il y ait une présence d'un signal activateur. D'accord?
Donc, d'autres mécanismes d'échappement immunologique du virus, nous avons une diminution de l'expression du CD4, une internalisation et dégradation du CD4, qui va permettre au virion de sortir de pénétrer sans se lier au CD4. Là, c'est une image donc qui exprime comment nous avons l'échappement immunologique aux lymphocytes T CD8+. Nous avons dit qu'il y a une réduction grâce au facteur génétique 9 qui code pour une protéine qui va entraîner une diminution de l'expression des molécules H à la classe 1 à la surface des cellules infectées. Alors, parmi les autres mécanismes donc de l'échappement immunologique, nous avons l'apoptose cellulaire, suite à une augmentation de l'expression du Fas ligand à la surface de la cellule infectée. Une apoptose des cellules infectées. Donc, vous savez bien que les cellules infectées, c'est des lymphocytes T CD4+. L'apoptose des lymphocytes T CD4+ va entraîner une lymphopénie T CD4+. Les lymphocytes B. Nous avons beaucoup parlé des lymphocytes CD4+, des monocytes et des cellules dendritiques. Maintenant, quel est le rôle des lymphocytes B dans la réponse immunitaire? Donc, suite à une infection par le virus HIV, nous avons une hyperactivation polyclonale des lymphocytes B, responsable d'une hypergamma polyclonale qu'on retrouve au cours de quelle phase? L'hypergamma. Asymptomatique. Asymptomatique. Précida, c'est une diarrhée chronique. C'est un amaigrissement. Pardon? Mismatch. Des infections opportunistes. Donc l'hypergamma, on la retrouve au cours de la phase asymptomatique. Cette hyperactivation, donc, elle est due en grande partie à la synthèse accrue de l'IL-6. Les anticorps anti-HIV sont synthétisés habituellement 3 à 12 semaines après l'infection. Ils sont généralement dirigés contre toutes les spécificités virales. Donc, les anticorps HIV apparaissent aussi pendant la phase asymptomatique. L'accès des anticorps au site de liaison au CD4 est difficile. La boule V3, un épitope immunodominant est faiblement exposé. Les boucles V1, V2, V4 sont exposées mais subissent des mutations génétiques, donc échappement aux anticorps. Le site de liaison au corécepteur au niveau de la GP120 est faiblement formé. Donc maintenant, on va expliquer comment le virus échappe à l'action des anticorps. Nous avons dit que le site de fixation du CD4 est situé entre V4 et V1, V2. Il faut savoir que la GP120 est organisée en domaines. Maintenant, les anticorps, pour qu'ils puissent agir, ils doivent être dirigés contre quelle cible? Pardon? Non, ils doivent être dirigés contre le GP120 déjà, pour l'empêcher de se fixer sur son récepteur CD4 et donc pénétrer dans la cellule cible. Ils doivent en bloquer la GP120 pour l'empêcher d'infecter de nouvelles cellules. Le problème, c'est que l'accès des anticorps au site de liaison au CD4 est difficile. Pourquoi? Parce que la boucle V3, qui est un épitope immunodominant, et donc qui stimule activement le système immunitaire, elle est faiblement exposée, comme vous voyez. Donc, elle est intriquée. Les boucles V1, V2, V4 sont exposées, mais subissent des mutations génétiques. Les trois hados, elles sont bien exposées, elles sont accessibles aux anticorps, mais il y a des mutations perpétuelles. Et donc, dès que le lymphocyte B reconnaît la boucle V1, V2, V4 et essaye de produire des anticorps, le temps que l'anticorps sera produit, les boucles déjà, elles ont déjà subi des mutations, et donc l'anticorps produit sera inefficace. Il va pas reconnaître les boucles, parce que c'est pas celle vis-à-vis desquelles il a été produit. Le site de liaison au corécepteur au niveau de la GP120 est faiblement formé. Le site de liaison au corécepteur qui est soit un CCR5 ou CCR4, il est faiblement aussi exposé. Et donc, il est inaccessible aux anticorps. Membrane proximale externe région, c'est un épitope neutralisant
mais il n'apparaît qu'après liaison de la cellule hôte. L'anticorps doit interagir avec la GP41 et les phospholipides membranaires qui existent également sur la cellule hôte, donc qui sont peu immunogènes. Donc, il faut savoir que l'épitope, membrane proximale external region, c'est un épitope neutralisant. Lequel l'anticorps, il arrive donc à accéder à cet épitope, le virus ne pourra pas se fixer et donc fusionner avec la cellule cible. Le problème que cet épitope n'apparaît qu'après fixation du virus à la cellule cible. Et donc c'est trop tard. Une fois la cellule, le virus ici fixé, la cellule sera infectée. Pardon. Nous avons vu donc les mécanismes d'échappement du virus à la réponse humorale et aux lymphocytes TCD4+, surtout. Aussi aux lymphocytes TCD8+, par la diminution d'expression des molécules H à la classe 1. Maintenant, on va voir comment le système immunitaire essaye quand même de contrôler l'infection au HIV. Le rôle des lymphocytes T cytotoxiques, les CTL. Les réponses en lymphocytes T sont détectées chez plus de 90% des sujets infectés. Donc, il y a une réponse cellulaire cytotoxique. Elle existe. Cette réponse cytotoxique apparaît tout après la primo-infection. Il existe une corrélation entre l'émergence des CTL et la diminution de la charge virale en phase de primo-infection. Et entre des taux importants des CTL spécifiques du HIV et la faible charge virale au cours de la phase asymptomatique de l'infection, ce qui suggère l'efficacité protectrice des réponses CTL au cours de ces deux phases. C'est pourquoi le patient il reste asymptomatique. Par la suite, on assiste à une diminution de cette réponse CTL qui suit la chute en lymphocytes TCD4+. Vous savez bien que même la réponse cytotoxique elle a besoin du help des lymphocytes TCD4+, pour pouvoir être efficace. Au fond, s'il vous plaît. Au fond. Mademoiselle, pourquoi vous ne suivez pas? Donc, nous avons dit que la réponse par les lymphocytes T cytotoxiques existe chez la majorité des patients infectés. La réponse cytotoxique apparaît tôt après la primo-infection. Il existe donc une corrélation entre l'émergence des CTL et la diminution de la charge virale. C'est-à-dire, après la primo-infection, nous avons au début le virus, suite à une infection, le virus, au début, il augmente la charge virale, sa charge virale augmente dans le corps. Mais rapidement, elle va chuter, suite à une réponse efficace par les CTL. Cette réponse par les CTL, ça dépend. Chaque sujet, elle va dépendre de l'immunité de chaque sujet. Nous avons dit que la phase asymptomatique, elle peut durer de 1 an à 12 ans. Ça dépend de l'immunité de chaque personne. Si un sujet possède un système immunitaire très immunocompétent, et donc il pourra résister. Il pourra maintenir la réponse par les CTL pendant longtemps. Par contre, chez les sujets, son système immunitaire, il est déjà, c'est-à-dire il n'est pas très immunocompétent, il est déjà défaillant. Rapidement, le taux des CTL va diminuer, la charge virale va augmenter et on va assister à un déficit immunitaire profond. Donc, suite à la primo-infection, nous avons une diminution de la charge virale avec une augmentation des CTL. C'est la phase asymptomatique. Par la suite, on assiste à une diminution de cette réponse en CTL qui suit la chute des lymphocytes TCD4+. À un certain degré, un certain taux de lymphocytes TCD4+, les lymphocytes TCD8+, ne peuvent plus assurer la réponse seuls. Ils ont besoin du help des TCD4 qui sont absents. Du coup, ils vont suivre la chute des lymphocytes TCD4+. Là, donc, ça va نبدأ la phase symptomatique. Comment évolue la charge virale? Donc, après l'infection, après la pénétration du virus, on aura une augmentation de la charge virale. Mais suite à l'augmentation c'est-à-dire suite à l'émergence de la réponse par les CTL, nous aurons une chute, un déclin de la charge virale. Donc là, c'est la primo-infection. La primo-infection, nous aurons une augmentation donc
de la charge virale, mais après on aura parallèlement à l'augmentation de la charge virale, on aura une émergence de la réponse par les CTL. Cette émergence par la réponse de le CTL va permettre une diminution, une chute de la charge virale. Évolution schématique de l'infection par le HIV. Initialement, nous avons une augmentation au cours de la primo-infection. Nous avons une augmentation. Suite à l'infection, il y a la charge virale qui va augmenter. Mais après, il y a la réponse cytotoxique qui va avec. À un certain moment, on aura un début de la phase asymptomatique suite à la diminution de la charge virale qui est contrôlée par les lymphocytes T cytotoxiques, la réponse au CTL. Est-ce que vous suivez? C'est un schéma qui est très important. C'est celui-là que vous devez comprendre. Donc, le virus, il va pénétrer dans l'organisme. Il va se multiplier. Le système immunitaire, pendant cette phase, c'est la phase de reconnaissance, de prolifération et de différenciation. Donc, il n'y a pas de réponse. C'est pour ça le virus, il est en train de proliférer. Il est en train de se multiplier. Mais une fois les effecteurs de l'immunité cellulaire vont apparaître, ils vont entraîner une diminution de la chute de la charge virale. C'est surtout les lymphocytes cytotoxiques qui sont responsables de cette diminution. Après, une fois, c'est-à-dire lorsque la réponse cytotoxique elle est maintenue, grâce à un taux de lymphocytes CD4+, qui est plus ou moins suffisant pour maintenir cette réponse, la charge virale, elle va rester diminuée. Mais à un certain moment, les lymphocytes cytotoxiques vont perdre le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution importante du taux des lymphocytes CD4+. Par conséquent, le virus va prendre le dessus, il va donc se multiplier et la charge virale va par la suite augmenter. Là, donc, on dirait, la charge virale, le virus l'a emporté sur le système immunitaire du sujet infecté. Là, donc, ça va commencer la phase symptomatique. Fahmtou? Diagnostic biologique, comment se fait le diagnostic biologique de l'infection? Par sérologie, milésime. Mais deux techniques. Deux techniques, deux manipulateurs, c'est-à-dire une seule, une ELISA, sérologie positive, c'est insuffisant. Il faut une autre technique et un autre manipulateur pour confirmer. Donc, la recherche des anticorps anti-HIV, le dépistage des sujets infectés repose essentiellement sur la recherche des anticorps anti-HIV par des tests immunoenzymatiques type ELISA, en utilisant comme antigènes des LISA-viraux, des protéines recombinantes ou des peptides synthétiques correspondant aux épitopes immunodéminants du HIV1 et HIV2. En cas de positivité du test ELISA, le résultat doit être confirmé par la technique du Western blot. C'est la technique de référence. C'est le gold standard pour la mise en place d'un diagnostic d'une infection au virus d'immunodéficience humaine. هذا هو le Western blot. Donc le Western blot, c'est quoi? عندك le virus, le LISA تاع le virus, ils vont le faire migrer. Donc chacune son poids moléculaire. La protéine 24 تحبس هنايا, la GP41 اي تحبس هنا, et la GP120 اي هنايا. D'accord? Donc nous avons avec le virus, ils vont prendre des isolats viraux, ils vont les broyer et puis ils vont faire une migration dans les protéines en fonction de leur poids moléculaire. Donc c'est une migration dans ce sens, parce que la plus légère elle migre loin, c'est celle qui migre loin. Par contre la plus lourde d'accord? Donc ils vont identifier en fonction du poids moléculaire. Ils savent bien que la GP120 elle s'arrête ici, la GP41 il a P24 à ce niveau. Le Western blot, donc, c'est le test recommandé pour confirmer une infection au HIV. Testation du Western blot. Alors, il y a d'autres tests pour donc le diagnostic d'une infection au HIV. Parmi ces tests, on cite la PCR. La PCR, c'est pour faire la charge virale, c'est pour estimer la charge virale. D'accord? Qui m'a par exemple maintenant pour le coronavirus, on fait une PCR.
La PCR هذه c'est-à-dire le résultat, il est donné au nombre de cycles au bout desquels le virus il devient détectable. يقول لك là كان شفتوا déjà un résultat PCR يقول لك inférieur à 35 négatif. واش معناتها؟ هي inférieur à 35 cycles يعطيك الصحة. Donc par exemple un sujet يقول لك دار la PCR Covid خرجت له positif 8. ou un autre دار PCR Covid خرج له positif 24. Quel est le patient qui a une charge virale plus importante? علاه 8 علاه 24. C'est ceux qui disent 8 علاه 8. Pardon? Il a suffi de faire 8 cycles pour que le virus devienne détectable. Par contre, 24, il a dû faire 24 cycles pour que le virus devienne détectable. Donc, à la base, 8 cycles, il a déjà une quantité importante. Par contre, 24, il a une petite quantité, c'est-à-dire, ils ont dû faire 24 cycles pour que ça devienne détectable. Donc, il y a la PCR, indiquée pour le diagnostic des nouveau-nés, des mères séropositifs et pour le suivi des patients sous antirétrovéraux. Le suivi biologique, il repose principalement sur l'évaluation du rapport TCD4, TCD8. C'est un truc qu'on fait par cytométrie en flux. J'ai expliqué à vos camarades lors du cours sur les déficits immunitaires primitifs. L'évaluation de la charge virale plasmatique, le dosage de l'antigène P24 et le nombre de copies d'ARN viral par ml. C'est les tests donc qu'on fait pour le suivi d'une infection au virus d'immunodéficience humaine. Pour ce qui est du traitement, le traitement spécifique de l'infection par le HIV repose sur l'utilisation d'antirétrovéraux. Les antirétrovéraux, il y a plusieurs classes, selon leur cible et correspondant aux différentes étapes du cycle de la réplication virale. Donc les antirétrovéraux, chacun, il arrête le cycle de la réplication à un stade bien défini. Certaines, par exemple, ils empêchent la fixation, certains ils empêchent la fusion, chacun son mécanisme d'action. Nous avons les inhibiteurs de la transcriptase inverse. C'est quoi leur rôle? Donc, c'est des molécules qui vont bloquer la transcriptase virale inverse. Donc, elle va pas faire la transcription de l'ARN en ADN. Et donc, l'ARN ne pourra jamais s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. D'accord? Et donc, la cellule, elle va pas produire des virions. Ce sera la seule cellule infectée. Et ça va s'arrêter à ce niveau. D'accord? Mademoiselle, vous arrivez à suivre? Donc, les inhibiteurs de la transcriptase inverse, ils empêchent la transcription de l'ARN viral en ADN proviral. On distingue des analogues nucléosidiques, non nucléosidiques et des analogues nucléotidiques. Les inhibiteurs de la protéase, ils empêchent la protéase de cliver les protéines qui interviennent dans la fabrication du nouveau virus. La protéase, son rôle, lors donc de la transcription de l'ADN proviral déjà intégré dans nos génomes en ARN. Tout l'ARN M هذاك lors de sa traduction. Machi, par exemple, la P24, elle sera traduite seule, la GP120 seule. On aura une traduction d'un long polypeptide. Ou dit la protéase, elle va cliver la P24 وحدها, la GP, هي اللي تكليفيهم. Donc, là aussi, on aura un blocage au stade de l'assemblage, puisqu'il n'y aura pas d'assemblage. Le polypeptide, il synthétise au complet. Il ne sera pas découpé. D'accord? Je vous remercie. Là, c'est un exemple des molécules. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.